Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur les facteurs fondamentaux qui affectent la valeur des devises. Bon, déjà, vous devez savoir que il existe plusieurs facteurs fondamentaux qui contribuent à façonner la force ou la faiblesse à long terme des principales paires de devises. Et c'est important pour vous, en tant que trader, de savoir ces facteurs-là. Et dans cette leçon, je vais vous parler de ces facteurs qui peuvent affecter la valeur d'une paire de devises. Et dans ce cours, j'ai inclus les, 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 les facteurs les plus importants, d'accord? On va parler d'abord de la croissance et perspective économique, d'accord? On va parler de la croissance et perspective économique. C'est que certains d'entre vous, quand on parle de l'économie comme ça, vous pensez que vous avez trop besoin de trop de connaissances en économie pour pouvoir bien comprendre ça, mais c'est pas le cas, d'accord? OK. Donc, on va commencer doucement par l'économie et les perspectives des consommateurs, des entreprises et des gouvernements, parce que c'est très important. Donc, il est facile de comprendre que lorsque les consommateurs perçoivent une économie très forte, d'accord, ils se sentent heureux et en sécurité. Donc, ce qui fait que ils vont dépenser de l'argent. C'est pareil pour les entreprises, d'accord? Les entreprises acceptent volontiers cet argent et eux aussi sont dans de très bonnes conditions. Et si les entreprises ont de l'argent à dépenser, ça veut dire qu'il y aura des recettes fiscales, d'accord, intéressantes pour pour les gouvernements. Eux aussi ils vont sauter à bord et également commencer à dépenser de l'argent. Donc, désormais, tout le monde dépense, ce qui tend à avoir un effet positif sur l'économie du pays, d'accord? Par contre, les économies faibles, qu'est-ce qu'ils font? C'est que les économies faibles sont généralement accompagnées de consommateurs. Eux, ils ne dépensent pas, d'accord? Et si les consommateurs ne dépensent pas, ça veut dire que les entreprises ne gagnent pas d'argent et eux aussi, s'ils ne gagnent pas d'argent, ils ne vont pas dépenser. Donc, de telle sorte que le gouvernement est le seul à continuer à dépenser. Dans ça, j'espère que vous comprenez l'idée, d'accord? L'idée, c'est que les perspectives économiques positives comme négatives peuvent avoir un effet direct sur les marchés des devises. La mesure de la croissance économique la plus courante et utilisée, c'est les PIB, d'accord? C'est comme ça qu'on mesure la croissance économique d'un pays. PIB signifie simplement produit intérieur brut. Je pense que chacun d'entre vous connaît au moins ça, d'accord? PIB, si vous avez une petite base en économie, même dans les classes de, je sais pas, première, terminale, vous connaissez ce que c'est. Les PIB, d'accord, produit intérieur brut, et ça représente la valeur monétaire, en fait, totale de tous les biens et services produits par un pays, d'accord, dans un pays, généralement, pendant une période de temps donnée, et généralement, c'est pendant un an, d'accord. Le PIB fournit un aperçu économique d'un pays utilisé pour estimer la taille de l'économie et son taux de croissance, en fait, d'accord. Donc, si je vous donne, par exemple, une visualisation des PIB mondiaux, d'accord, je vais un peu essayer de partager un Telegram ici pour que vous puissiez avoir une visualisation des PIB mondiaux ici. Voilà une visualisation des PIB mondiaux, d'accord. Comme vous pouvez le voir sur la carte ici, là, les États-Unis, d'accord, les États-Unis restent la plus grande économie mondiale. Regardez, on voit, ils ont pratiquement 20 000 dollars, 23, en fait, 23,89% de l'économie mondiale, d'accord. La Chine, c'est la deuxième plus grande économie mondiale avec 15,86% de l'économie mondiale. Seulement les États-Unis et la Chine représentent ensemble près de 40% des PIB mondiaux économiques. Vous comprenez que c'est deux pays très, très, très puissants, d'accord. Et si on va là regarder dans toute la carte, là, les 15 premières économies, vous allez voir que les 15 premières économies mondiaux représentent au moins 75% des PIB mondiaux. D'accord? OK. Vous comprenez là que les PIB mondiaux sont gouvernés par juste quelques pays. D'accord? C'est même pas beaucoup de pays qui gouvernent, qui ont la plus grande quantité de PIB mondiaux. D'accord? Maintenant, parlons un peu du flux de capitaux dans un pays. D'accord? Flux de capitaux. Qu'est-ce que le flux de capitaux dans un pays? Vous savez,
Avec l'arrivée de la mondialisation, d'accord, des progrès technologiques et de l'Internet, c'est venu faciliter les investissements de votre argent, d'accord, pratiquement partout dans le monde, quel que soit le lieu, votre lieu de résidence. Vous êtes à quelques doigts ou à quelques clics de souris pour investir votre argent, par exemple dans la bourse de New York ou dans la bourse de Londres, ou simplement négocier dans le Forex, d'accord, utiliser un compte Forex pour pouvoir négocier les dollars américains ou les euros ou les yens en fonction de ce que vous voulez, d'accord, en fonction de ce que vous avez décidé de trader. Maintenant, les flux de capitaux mesurent en fait la quantité d'argent entrant et sortant d'un pays ou d'une économie en raison des achats et des ventes, d'investissements en capitaux dans ce pays, d'accord? Ce n'est que le flux d'argent entrant et sortant d'un pays, en fait, d'accord? L'élément important que vous souhaitez suivre, c'est le solde de flux de capitaux. Le solde de flux de capitaux peut être soit positif, soit il peut être négatif. Je vais vous expliquer. Lorsque on dit que le solde du flux capitaux est positif pour un pays, ça veut dire que les investissements étrangers entrant dans le pays sont supérieurs aux investissements sortant du pays. D'accord? C'est compréhensible, non? Et lorsque le flux de capitaux est négatif pour un pays, ça veut dire, je te dis l'inverse, ça veut dire que les investissements quittant le pays vers certaines destinations étrangères sont plus importants que les investissements entrant dans le pays. Donc, au fur et à mesure que davantage d'investissements arrivent dans un pays, la demande pour la monnaie de ce pays augmente. C'est juste compréhensible, d'accord? Au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux investisseurs, ils vont venir dans le pays en échangeant leur devise et en demandant la devise du pays en question. Donc, la demande va augmenter. Donc, car les investisseurs étrangers doivent vendre leur monnaie pour acheter la monnaie locale. C'est simple que ça, d'accord? Ce qui entraîne une augmentation de la valeur de la monnaie. C'est simple, la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a l'offre, plus il y a la demande, plus le prix augmente et moins il y a la demande, plus le prix baisse, d'accord? Vous l'avez deviné. Si l'offre est élevée pour une devise, la devise a tendance à perdre sa valeur, d'accord? OK. Si l'offre est élevée pour une devise ou si la demande est faible, en fait, la devise a tendance à perdre de la valeur. Maintenant, lorsque les investissements étrangers font face, lorsque les investissements étrangers et les investisseurs nationaux veulent également changer d'équipe et partir ailleurs, d'accord. On va se retrouver avec une abondance de monnaie locale, puisque tout le monde vend, d'accord. Personne n'achète la monnaie, tout le monde va être en train de vendre la monnaie pour aller investir dans un autre pays, d'accord. Donc, l'économie étrangère dans laquelle ils vont aller investir, c'est cette économie-là qui va profiter de leurs transactions, d'accord. Les capitaux étrangers peuvent s'apprécier particulièrement dans les pays où les taux d'intérêt sont élevés et où la croissance économique est très forte. Donc, si un pays dispose d'un marché financier intérieur en pleine croissance, c'est encore très, très mieux, d'accord? Parce qu'une bourse qui est en plein boom et les taux d'intérêt élevés, qui n'aime pas ça, d'accord? Tout le monde aime ça. Les investissements étrangers, à ce moment-là, affluent dans le pays, là. Donc, encore une fois, au fur et à mesure que la monnaie locale augmente, sa valeur augmente. D'accord? Au fur et à mesure que les investisseurs s'intéressent à un pays, la valeur de sa monnaie va automatiquement augmenter. Maintenant, parlons du flux commerciaux et les balances commerciales. Flux commerciaux, ces thèmes-là sont très importants pour que vous puissiez comprendre les facteurs fondamentaux qui affectent la valeur des devises. D'accord? Parlons des flux commerciaux et balances commerciales. Et ça, c'est juste un cours théorique, d'accord? Vous devez juste essayer de comprendre et d'étudier ce que je vous donne comme information, d'accord? OK. Maintenant, quand on parle du commerce international, d'accord, le commerce international peut être distingué en gros comme le commerce des biens, d'accord, ou les biens ou le commerce des biens ou le commerce des services, d'accord. Mais la majeure partie du commerce international concerne régulièrement le commerce des biens physiques, d'accord, tandis que les services représentent juste une petite partie, d'accord, du commerce international. Le commerce mondial de marchandises a augmenté depuis les dernières décennies. On passe environ de 10 000 milliards de dollars en 2005 à plus de 18 890 000 millions de dollars en 2019. D'accord. Nous vivons dans un marché mondialisé carrément. Donc, les pays vendent leurs propres biens aux pays qui en ont besoin. D'accord. Ce qui fait qu'ils font quoi? L'exportation. Quand on vend les biens à un pays qui en a besoin, ça fait l'exportation. On fait l'exportation tout en achetant les biens qu'ils souhaitent dans d'autres pays. À ce moment-là, on importe. D'accord. C'est compréhensible, non? Je pense, pour tout le monde. Donc,
Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Jeter un coup d'œil, un petit coup d'œil juste dans la plupart des objets électroniques, que ce soit vêtements, que ce soit les jouets qui tournent, qui traînent probablement, sont fabriqués en dehors du pays dans lequel vous vivez. D'accord? Là, ce sont juste l'importation que votre pays fait. Si vous vivez aux États-Unis, regardez tous les différents pays avec lesquels les États-Unis font le commerce. Si je vous prends par exemple, je vais essayer de vous montrer. Vous allez voir juste un pays, comment un pays peut dealer avec plusieurs pays. D'accord? Regardez par exemple, je vous partage ça. Hmm. Regardez le nombre de pays avec lesquels les États-Unis deal, d'accord? Hmm? Regardez, les États-Unis deal avec le Canada, les États-Unis deal avec le Canada, avec la Chine, avec le Japon, avec le South Korea, Taïwan, Mexique, Venezuela, Brésil, Singapour, United Kingdom, Netherlands, Germany, France, Saudi Arabia, India. Vous voyez juste un seul pays au milieu ici, les États-Unis. Regardez avec combien de pays ils deal. Avec ces pays, il y a de l'importation, il y a de l'exportation aussi, d'accord? Un pays n'est jamais indépendant seul, d'accord? Il n'est jamais autodépendant, en fait, c'est ce que je veux dire. Un pays n'est jamais autodépendant. Pour pouvoir bien s'en sortir, il faut toujours qu'il y ait des échanges, d'accord? Et les échanges régulièrement sont gagnant-gagnant. Chaque fois que vous achetez quelque chose, vous devez renoncer à une partie de votre argent, d'accord, que vous avez durement gagné. C'est pareil hein, pour celui qui achète aussi les gadgets doit faire la même chose, d'accord, dans un autre pays. Donc, les importateurs américains échangent leur argent avec les exportateurs chinois lorsqu'ils achètent des marchandises en Chine, d'accord. Et les importateurs chinois échangent leur argent aussi avec les exportateurs européens lorsqu'ils achètent les marchandises en Europe, d'accord. Tous ces achats et ventes s'accompagnent d'un échange d'argent, si vous comprenez en fait. Tous ces achats vont s'accompagner d'un échange d'argent qui, à son tour, modifie le flux de devises entrant et sortant d'un pays, d'accord. Ces échanges d'argent vont être capitaux pour le flux pour le flux. Ces échanges vont être capitaux pour le flux de devises entrant et sortant du pays en question. Donc, la balance commerciale, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? La balance commerciale mesure le rapport entre les exportations et les importations pour une économie donnée. D'accord? Donc, quand on parle de flux de balance commerciale ou la balance commerciale, ça mesure juste le rapport entre les exportations et les importations pour une économie bien donnée. D'accord? Et en fait, cela se démontre pour les biens et services du pays, en fin de compte, pour sa monnaie, généralement, d'accord. Ça se démontre aussi par l'évolution de sa monnaie, d'accord. Plus une balance commerciale est élevée, plus vous allez voir la monnaie va être très élevée, d'accord. Si les exportations sont supérieures aux importations, il existe un excédent commercial, donc la balance commerciale est positive. Donc, si on exporte plus qu'on importe, la balance commerciale est positive. Par contre, si les importations sont supérieures aux exportations, là, à ce moment-là, il existe un déficit commercial et la balance commerciale est négative à ce moment-là. Donc, les déficits commerciaux ont le potentiel de faire baisser le prix d'une devise par rapport à une autre devise. Vous savez déjà ça, d'accord? Si on est en train d'importer, si on importe plus qu'on importe, il va y avoir un déficit commercial et ce déficit commercial va faire chuter la monnaie par rapport aux autres paires de devises. Donc, les importateurs nets doivent d'abord vendre leur monnaie pour pouvoir acheter de la monnaie du commerçant étranger. Et de la marchandise, du commerçant du pays étranger dont il désire la marchandise. Non? Donc, lorsqu'il y a un déficit commercial, la monnaie locale est vendue pour acheter les biens étrangers. Et lorsque la monnaie locale est vendue pour acheter les biens étrangers, la monnaie locale peut perdre sa valeur avec du temps. D'accord? Donc, de ce fait, la monnaie d'un pays ayant un déficit commercial est moins demandée, c'est compréhensible, d'accord, que celle d'un pays ayant un excédent commercial. D'accord? Donc, quand on parle d'exportateur net, en fait, c'est quoi? Un exportateur net, c'est-à-dire, ce sont les pays qui exportent plus qu'ils n'importent. D'accord? Quand on dit un pays est un exportateur net, ça veut dire il exporte plus qu'il n'importe. Donc, leur monnaie est davantage achetée par les pays intéressés par l'achat de leurs biens exportés. D'accord? En ce moment-là, ça favorise leur monnaie. Donc, les excédents commerciaux ont tendance à connaître plutôt une appréciation de la monnaie. Il est de plus en plus demandé, la monnaie est de plus en plus demandée, ce qui contribue à faire augmenter la valeur de leur monnaie. C'est compréhensible, non? Tout ça, c'est juste dû au fait que plus on exporte, plus la monnaie est demandée, d'accord? Et plus la monnaie est demandée, plus ça favorise la croissance de la monnaie. Donc, c'est parce que lorsque les exportateurs convertissent les devises étrangères, ils gagnent l'argent
En faisant quoi? En faisant l'échange, en fait, d'accord. Quand, par exemple, un commerçant aux États-Unis veut exporter sa marchandise en Chine, d'accord, le Chinois va échanger sa monnaie, qui est le yen, pour venir acheter le dollar américain, pour venir acheter un dollar américain. À ce moment-là, ça favorise le dollar américain, d'accord. Et c'est pas favorable pour le yen. Pourquoi? Il va changer sa monnaie locale, il va venir acheter le dollar. Donc, il sera en train de contribuer à l'économie de l'Amérique, d'accord. C'est un peu comme pour les, les, les stars, en fait. Quand une star est à la renommée, quand une monnaie est en fait demandée dans le marché, ça fait que la monnaie là devient une monnaie par excellence, d'accord. Comme quand un artiste, à un instant donné, un artiste est au top, d'accord. Pour pouvoir faire des concerts, vous allez voir les cachets très, très chers. C'est pareil, hein. À ce moment-là, dans le flux commercial ou dans la balance commerciale, quand une monnaie a bien de, 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 de puissance. À ce moment-là, la monnaie, là, c'est une monnaie par excellence. Et pour dealer avec cette monnaie, il faut être au top, d'accord? Donc, maintenant, vous devez savoir que après la grande crise financière qui a provoqué la grande récession à la fin des années 2000, tous les regards étaient rivés sur les gouvernements et leurs pays respectifs. Tous s'interrogeaient sur les difficultés financières auxquelles ils étaient confrontés et tous espéraient avoir une sorte de responsabilité budgétaire qui vont permettre de mettre fin au malheur ressenti dans leur portefeuille, d'accord? Une décennie plus tard, nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation similaire, alors que le monde tente de traverser les crises, mais on se trouve toujours face aux crises, d'accord? Crise sanitaire mondiale et un effondrement économique, surtout par la pandémie causée en 2019, d'accord, le coronavirus, la pandémie du coronavirus. Donc, l'instabilité du gouvernement actuel ou les changements d'administration peuvent avoir des répercussions directes sur l'économie d'un pays, d'accord, et même sur les pays voisins, puisque si l'économie des États-Unis, par exemple, ou si l'économie de la Chine est touchée, ça va toucher l'économie de l'Australie, ça va toucher l'économie de la Nouvelle-Zélande, ça va toucher plusieurs économies de manière indirecte, d'accord. C'est pourquoi j'ai dit, ça peut avoir les impacts sur une économie et les pays voisins, d'accord. Tout impact sur l'économie aura très probablement une répercussion sur les taux d'échange. Donc, vous voyez, dans cette leçon, j'ai essayé de vous expliquer, de vous détailler les facteurs fondamentaux qui affectent les valeurs d'une paire de devises. Et tous ces facteurs sont très, très, très importants à suivre lorsque vous tradez une paire de devises, d'accord, pour pouvoir déterminer si la situation économique d'un pays est très stable ou si la paire de devises que vous allez trader est une devise qui va prendre de la valeur avec le long terme ou de manière partielle, en fait, si vous faites en fonction du trading que vous faites, si vous faites du swing trading, si vous faites de l'intraday ou si vous faites du scalping, en fait, d'accord. Donc, votre travail pour vous sera de suivre ce calendrier économique, d'accord, pour voir régulièrement les news qui vont sortir par rapport à la paire de devises que vous tradez et voir si les news qui vont sortir ont tendance, auront un impact, d'accord, sur les facteurs fondamentaux qui affectent les paires de devises, d'accord. Vous allez suivre ça régulièrement pour pouvoir déterminer si vous allez rester à l'écart du mouvement ou si vous allez essayer de profiter du mouvement, d'accord. OK. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez juste essayer de vous abonner, d'accord, et activer votre cloche de notification pour pouvoir être notifié chaque fois que je vais poster une vidéo et profiter des enseignements. OK. Et toi, je suis un mentor, Optimus Sniper.